dans la journée quotidienne, ça me fait beaucoup de plaisir de travailler avec les experts et vraiment de les accompagner pour que tout est adapté et accessible à tout le monde. Donc moi, je me vois juste comme accompagnateur et c'est eux qui font le travail et ça m'apporte beaucoup et c'est vraiment un travail très très joli. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Weapon and Local Heroes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre animatrice pour cet épisode. Comme d'habitude, je suis avec mon co-animateur Fernando. Bonjour Priscilla. Ça va Fernando? Ça va. Aujourd'hui on va parler de quoi Fernando? Aujourd'hui on va emmener à la rencontre des personnes extraordinaires qui œuvrent chaque jour pour faire avancer l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel au Luxembourg, Ouma et Angie de l'association APM. Bonjour et soyez bienvenus. Bonjour, je m'appelle Angie, je travaille au Parc Merveilleux de Bettembourg dans l'équipe de nettoyage. Je travaille aussi au Zentrum für bestimmt Leben comme encadrante de l'espace ouvert Open Treff. Voilà, je m'appelle Ouma, je suis chargée d'autoreprésentation et inclusion et j'accompagne les autres représentants au sein de l'APEM. Dans cet épisode avec APEM, on va poser les bases, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le handicap intellectuel et on va aussi essayer de briser les préjugés. L'objectif de cet épisode est de sensibiliser et de comprendre et surtout agir à notre niveau pour encourager à une société où chacun et chacune a sa place. Et sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet. Déjà, on va commencer cet épisode par comprendre qu'est-ce que c'est le handicap intellectuel et Ouma, ici présente, va nous donner une définition. Il s'agit d'une limitation des fonctions intellectuelles comme l'apprentissage et la résolution des problèmes et des comportements adaptifs comme les compétences sociales et pratiques. Mais cela met le focus sur les déficits et notre approche est d'avoir le focus sur les ressources individuelles. Donc le but est de renforcer les compétences présentes et le handicap ne correspond pas toujours à cette image classique. Quels sont les préjugés qui sont le plus courants quand on parle d'handicap intellectuel et comment on peut y faire face? Les phrases qu'on entend le plus souvent au quotidien sont par exemple tu as un handicap alors tu peux pas passer le permis de conduire, tu ne peux pas habiter seul, les mères avec un statut on a toujours besoin de l'aide, tu ne peux pas avoir un job normal comme travailler à la commune ou dans une crèche, les gens pensant qu'un job avec un statut n'est pas un travail difficile, mais par exemple si le parc a beaucoup de visiteurs, c'est un job stressant comme le week-end passé j'ai travaillé et on avait 4000 visiteurs. Et pour compléter, peut-être, les gens sont souvent infantilisés. Il y a souvent des stéréotypes qui sont toujours dépendants, qu'ils ont des capacités limitées, qui sont souvent en isolement, que le handicap intellectuel doit être visible, mais il est souvent invisible. Il y a beaucoup de stéréotypisation, ce qui vient souvent de la peur de l'inconnu. La société ne fait pas de différence entre le handicap physique et le handicap intellectuel ou les difficultés d'apprentissage. Donc, il faut sensibiliser et créer des pans accessibles comme le langage compréhensible pour tout le monde. Par exemple, le FALC. FALC n'est pas qu'aidant pour les personnes en situation de handicap intellectuel, mais aussi pour des personnes âgées, des personnes qui ont des difficultés de langue. Et tout court, c'est plus facile pour tous. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner par rapport à l'accès à l'emploi? Il n'y a pas beaucoup de choix pour une personne qui recherche un job et qui a un statut. Les obstacles par rapport à l'accès à l'emploi sont aussi la langue difficile, beaucoup de stéréotypisation, peur de l'inconnu, donc pas de compréhension du statut, et le manque de connaissances contextuelles, donc pas une idée ce que ça veut dire l'accompagnement, puis l'accessibilité des transports et aussi le stress dans les entreprises. D'accord. Et dans la vie quotidienne aussi, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Les obstacles dans la vie quotidienne sont par exemple les transports de public. Pour s'obtenir, il faut déjà savoir lire pour savoir quel bus va venir et où ils vont. Alors il y a une dépendance de l'adapto, on ne peut donc pas être flexible et donc il y a au moins d'autonomie. Au Luxembourg, il y a beaucoup de langues différentes. Par exemple, le français peut être difficulté pour les interactions sociales. C'est aussi un grand problème si on reçoit une lettre officielle en français très difficile à comprendre. Puis il y a des magasins qui n'acceptent que la carte
les gens qui ont du mal à calculer ont des obstacles dans la vie quotidienne. Et souvent, l'accessibilité ou les adaptations sont faites pour des personnes avec un handicap physique et non intellectuel. Par exemple, les bus sont adaptés pour les chaises roulantes, mais les descriptions de plans de bus sont très très difficiles. Ou par exemple, les descriptifs de portes sont juste en langue écrite, sans pictogramme. Et en dernier, il ne faut pas oublier que dans la vie quotidienne, tout est très cher, par exemple pour participer à des activités. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler des obstacles et s'il y a des solutions par rapport à ça? Je peux juste me répéter et dire qu'il y a beaucoup trop de stéréotypes et un grand manque de compréhension. Donc, il faut inclure les experts, c'est-à-dire les autres représentants, pour adapter les offres en futur, pour les faire en coproductivité avec les experts. Puis, il faut éliminer les barrières d'information. Donc, ce n'est souvent pas accessible pour tout le monde ou dans des formats non adaptés, par exemple des affiches et tout. Et donc, on manque de traduction pour les gens en situation d'un handicap intellectuel. Donc, il faut l'accessibilité dans tous les domaines et il faut éduquer pour lutter contre les barrières sociales, pour faciliter aussi les interactions sociales. Et quand vous dites éduquer, c'est éduquer à l'école ou aussi dans la vie professionnelle, la vie de tous les jours? Je parle pour éduquer pour toute la société. Avec des campagnes de sensibilisation et tout? Des campagnes, voilà, des projets, des formations, des interactions sociales, des places de convivialité où on peut se rencontrer. Et toi, Andy? La société doit s'intéresser à la thématique pour qu'il y ait plus de respect dans la société. Par exemple, déjà informer les jeunes dans les écoles pour que tout le monde comprenne mieux ce que c'est le handicap et l'inclusion. On a besoin de plus d'activités accessibles à tout le monde. Ça veut dire sans barrière, par exemple le transport, les langues faciles, etc. En parlant des panoramas, des politiques et initiatives existantes, quelle est la situation actuelle au Luxembourg? Il y a déjà beaucoup en place, par exemple des activités adaptées ou des services, mais ceci est souvent exclusivement pour des personnes en situation de handicap et donc non inclusives. Donc les loisirs seront plus inclusifs s'ils étaient ouverts à tout le monde et accessibles pour tout le monde. D'accord. Quelles initiatives existent-ils? De votre part ou d'autres associations, si vous en avez? Donc il y a beaucoup d'initiatives où ils offrent des centres d'activité, comme Angie a aussi déjà dit, on peut aller chez nous, par exemple, avec l'Actif, on peut aller faire des activités. Il y a beaucoup d'autres associations qui ont aussi des offres pareilles, mais souvent, voilà, c'est pour les personnes en situation de handicap et pas ouvert à tout le monde. Donc, ce serait plus inclusif. Voilà, si tout le monde pourrait participer à toutes les offres qu'on a dans notre société. Pour ceux qui ne connaissent pas la PEM, est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer c'est quoi vos valeurs, vos missions? Donc la PEM a été créée en 1967 par des parents d'enfants en situation de handicap intellectuel. On est une association inclusive qui vise à favoriser l'inclusion. Les paroles des personnes accompagnées sont toujours au cœur des actions. Nous menons également des projets innovants de façon coproductive et au centre sont nos 3 valeurs. Donc la première, c'est la personnalisation. Chaque situation est unique, alors les réponses aux besoins doivent être individualisées. La deuxième valeur, c'est l'autodétermination. Donc notre accompagnement est adapté aux souhaits et aux capacités de la personne. Et la troisième valeur, c'est l'inclusion. Donc tous nos projets sont basés à une démarche inclusive. Et pour répondre à votre question par rapport à l'engagement, on a différentes réponses pour les différents âges et offrant parcours de vie adapté. On a enfance et jeunesse, formation et travail, logement et des services. Et comment la PEM fait pour accompagner les personnes en handicap intellectuel? La PEM accompagne dans toutes les thématiques du quotidien. Par exemple, le Centrum organise des activités pour aller en groupe au cinéma. La PEM aide à avoir un culture pass pour pouvoir participer à des activités culturelles. La PEM a des services comme le SAS qui accompagne les gens qui habitent en autonomie.
en offrant un large éventail de solutions aux personnes en situation de handicap intellectuel et à leur famille, quel que soit leur parcours, âge et expérience de vie, pour s'adapter aux besoins individualisés. Cela on fait en favorisant l'inclusion au sein de la société, en positionnant par exemple les paroles et les droits au cœur des actions et en montrant le bon exemple avec des projets menés de façon coproductive. Donc coproduction, ça veut dire qu'on implique les experts, donc les personnes en situation de handicap intellectuel dès le début dans les projets et dans les processus. De plus, la PEM a encore des centres de compétences, par exemple pour la formation, puis pour le langage facile, donc le FALC, et pour l'inclusion. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quels services vous proposez aux personnes concernées et à leurs familles? Donc, on a des services pour toutes les âges et pour différents besoins. Par exemple, l'accompagnement et le soutien à la parentalité. On a un soutien individuel. La PEM gère 2 crèches inclusives, des accueils extrascolaires. Nous proposons aux jeunes une formation professionnelle et un travail rémunéré dans les AIP. De plus, nous offrons différents types et formes de logement. Et un exemple pour mener une vie autodéterminée, c'est où Engie travaille dans le Zentrum. C'est un espace participatif. Donc, dans le Zentrum, il y a des services et des activités. Et puis, il y a le Open Treff. Donc, c'est un accueil, un espace ouvert et convivial de rencontres et d'accès facile pour toutes les personnes. Donc, c'est inclusif. On peut y trouver des jeux de société, recevoir des informations sur les offres, utiliser l'ordinateur ou tout simplement s'échanger autour d'un café. Et comment accompagnez-vous l'insertion professionnelle, scolaire et sociale? En interne, on a des services d'orientation, donc comme le job coaching. Pour les entreprises, notre centre de formation, il s'appelle UFEP, a aussi des formations. Par exemple, on a la formation Inclusion Skills et une autre qui s'appelle accompagner les personnes en situation de handicap à l'emploi. Donc, on le fait de manière en interne pour les personnes en situation de handicap et aussi pour les entreprises en les formant. Est-ce que vous avez des exemples concrets de projets et d'initiatives qui ont réussi? On a un autre centre de compétences qui est pour la communication accessible à tous. Ça s'appelle Claro. Donc, c'est pour tout le monde pour avoir des informations sur le langage facile. Puis, on a un atelier qui s'appelle Easy, qui fait la sous-traitance des textes accessibles et le langage facile. Et on a toute une palette de projets inclusifs. Par exemple, pour le moment, donc la thématique actuelle qu'on a beaucoup, c'est la digitalisation. Et tous les projets sont faits en coproduction. Comme par exemple, je peux nommer un projet, c'est le projet Smile, où il y a des tutoriels et des podcasts autour de la thématique des médias sociaux. Du coup, vous apprenez à faire des contenus pour les réseaux sociaux ou juste les réseaux sociaux en général? Non, c'est plutôt des informations sur les réseaux sociaux et un peu de travail de prévention des dangers de réseaux sociaux. Mais voilà, en écoutant un podcast, on a toutes les informations. En écoutant le podcast, on va apprendre des choses. Et les tutoriels, c'est comment utiliser, comment se faire en privé sur les réseaux sociaux. Donc, on a toute une palette d'informations pour la prévention de dangers, mais aussi des informations autour des réseaux sociaux. Il y a une collègue à nous qui a fait une formation récemment et elle nous a dit que, par exemple, notre site internet à nous de Wistizen, il y avait certains aspects qui n'étaient pas adaptés pour des personnes justement en handicap intellectuel. Est-ce que vous aussi, dans cette formation et tout, vous apprenez aussi à comment, par exemple, rendre votre site internet beaucoup plus inclusif? Ça existe? Oui, par exemple, vous pouvez aller chez le centre de compétences de communication accessible Claro pour regarder avec eux ensemble ou travailler avec l'atelier Easy voilà, pour vraiment changer le site web et avoir des astuces comment on peut le changer avec les pictogrammes, aussi avoir l'accessibilité plus facile pour tout le monde. D'accord, merci. Est-ce que ça vous dérange pas du coup de parler de votre histoire, de compter un peu un témoignage avec nous? Toi, Ouma, par exemple, de partager ton expérience dans l'inclusion et les défis que tu rencontres dans ton travail dans la paix, mais toi, Angie, pour expliquer comment l'association soutient les personnes en handicap intellectuel et donner un aperçu des réussites et des obstacles du terrain? J'ai commencé il y a 14 ans au CPP, donc la formation pour travailler à l'APEM. Depuis là, je travaille au Parc Merveilleux. Dans mes loisirs, je me suis engagée dans des activités et workshops de l'Actif et EFA. J'étais dans le groupe coproductif pour planifier le Zentrum für selbstbestimmt Leben. J'ai aussi participé à différents projets comme le DFC ou dans le podcast Smile durant mon temps libre. J'ai aimé l'offre de Zentrum et quand j'ai vu qu'il y avait un poste de
libre, j'ai activement postulé pour devenir membre de l'équipe. Et après avoir passé le processus de recrutement, je suis devenue l'employé pour quelques heures par semaine au Centrum où je fais partie de l'équipe professionnelle. Pour nous, c'est très important de travailler avec les personnes et de ne pas décider pour eux. Donc, les clients sont les experts et nous écoutons toujours leurs paroles et les paroles des personnes en situation de handicap. Et c'est pour cette cause qu'on a, par exemple, l'autoreprésentation au milieu de notre organigramme. Donc, moi, j'accompagne les autoreprésentants à l'APEM. Les autoreprésentants sont élus par leur pairs et puis ils sont formés pour après consulter dans les différents domaines et pour consulter les professionnels et on travaille ensemble dans les différents domaines. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail? Un peu plus que 2 ans. 2 ans? Oui, Okay. si je me trompe pas, voilà. Est-ce que avant tu travaillais avec des personnes en handicap intellectuel ou c'est... Oui, je travaillais aussi à l'APEM avant. D'accord, oui. Je travaillais au ce qui on appelle maintenant le Zentrum für Selbstbestimmtleben. D'accord, ok. Du coup, tu dois avoir une autre vision que nous, personnes qui travaillent pas, qui n'est pas en contact en tout cas régulièrement avec des personnes en situation de handicap intellectuel. Ça t'a apporté quoi? Comment ça a changé ta vision de la vie, de la société? Tout d'abord, je vois beaucoup plus les obstacles de la société. Si moi, par exemple, je vais maintenant dans un bâtiment sur une toilette et je vois la porte, je vois tout de suite que c'est une langue écrite, c'est qu'il n'y a pas de pictogramme. Déjà, pour moi, ça, c'est un obstacle dans la vie quotidienne. Donc, ça a totalement changé ma vue sur les descriptifs et l'accessibilité. Dans la journée quotidienne, ça me fait beaucoup de plaisir de travailler avec les experts et vraiment de les accompagner pour que tout est adapté et accessible à tout le monde. Donc, moi, je me vois juste comme accompagnateur et c'est eux qui font le travail et ça m'apporte beaucoup et c'est vraiment un travail très, très joli. Et justement, comment favoriser une société plus inclusive? Que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour soutenir l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel? Des petites adoptions comme par exemple plus de langues faciles et des informations adaptées, la population pourrait monter le plus d'intérêt, plus d'interactions sociales comme par exemple participer à des projets inclusifs, venir à la porte ouverte de l'APEM ou bien dans un open treff au Centrum. Des entreprises pourront plus travailler avec les services Claro et Easy pour les langues faciles. Quand vous dites langue facile, c'est quoi exactement? Par exemple, si vous avez un texte, on va prendre des mots plus faciles. D'accord. Pour que le texte est moins grand, les phrases sont moins grandes. On va toujours prendre un nouveau paragraphe pour une nouvelle thématique. On va utiliser des pictogrammes pour que le texte est plus facile à lire. Ou par exemple, sur une affiche, on a juste les informations, par exemple l'adresse, l'heure avec un pictogramme, peut-être où on peut prendre le bus ou la station de bus. Donc, il y a toutes les informations sur une vue. D'accord. Avec les pictogrammes. On a un bon contraste sur les pages et tout. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un qui a peut-être des difficultés pour lire, mais c'est aussi plus facile pour tout le monde. Si moi je vois une affiche avec le logo de Valg, je vais prendre aussi cette affiche parce que j'ai toutes les informations sur un coup. Et c'est aussi peut-être pour les personnes âgées très intéressant, pour les personnes qui sont en train d'apprendre une langue. Donc voilà, ça facilite à tout le monde un peu et ça fait qu'on peut être inclusif et que tout le monde peut l'utiliser. Et comment vous pensez que les entreprises peuvent-elles favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap intellectuel? Les entreprises et les employés doivent s'adapter l'un à l'autre, c'est-à-dire les espaces et les processus doivent être ajustés. Cela a également des répercussions sur l'équipe, donc une sensibilisation doit également avoir lieu. Puis, comme j'ai déjà dit, on a des formations pour les entreprises à notre centre de formation l'UFEP. Et quelles améliorations sont nécessaires au niveau des politiques publiques? Par exemple, pour favoriser l'inclusion professionnelle, il faut une reconnaissance d'un certificat, d'un diplôme. Les jeunes font une formation professionnelle dans nos services de formation professionnelle, mais ces formations ne sont pas officiellement reconnues. Ils ne reçoivent donc pas de diplôme, donc ils n'ont rien à présenter au patron alors qu'ils sont qualifiés dans certaines tâches. Merci beaucoup pour cet épisode et merci de nous avoir expliqué un peu plus qu'est-ce que c'est le handicap intellectuel, les défis
les obstacles et comment les surmonter. C'est bête, hein, mais des fois quand je voyais un texte ou un truc comme ça et que je voyais qu'il y avait pas de pictogramme ou un truc comme ça, je me disais mais c'est dommage quand même que c'est pas accessible à certains types de personnes. Je me suis toujours dit ça, mais sans avoir la réflexion plus. Et découvrir ça, en fait, ça te pousse à réfléchir à une société, de comment on peut nous-mêmes agir et comment on peut nous-mêmes être un peu plus inclusif. Ouais. Donc merci beaucoup d'avoir partagé vos expertises avec nous. Donc merci à vous. Et est-ce que vous avez des projets à venir où les gens peuvent vous suivre et tout? Par exemple, maintenant on a encore un projet de digitalisation avec le ministère de la digitalisation. Il s'appelle Digital Toolbox. Il vise à créer des outils numériques pour faciliter l'utilisation des smartphones. Et pour nous suivre, voilà, sur notre site web apam.lu, vous pouvez vous abonner à notre newsletter par exemple, ou nous suivre sur Facebook. Là, vous trouvez aussi toutes les informations pour des dons, les événements, nos portes ouvertes, nos projets, nos podcasts de Smile. D'accord. Et où on peut écouter votre podcast Smile? Sur Spotify, sur notre site web, learnplatform.lu. Et sur YouTube. Merci. Merci. Ici, on a l'expert de Smile, donc. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Vipon Local Heroes. Et restez connectés pour notre prochain épisode qui sera le dernier épisode de la saison. Un épisode qui va être émotionnel, je pense. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.